D'accepter ses excuses, tout en sachant que, en tout cas, je l'espère en tout cas, que nous aurons l'occasion d'avoir autant d'éminents invités lors de nos prochaines réunions que nous aurons sans aucun doute l'occasion d'organiser ici. Et je dois aussi remercier en son nom et au nom de toute la communauté éducative de Ben Dakar, Madame la Présidente du Conseil économique et social qui a accepté en tout cas de nous accueillir ici au sein de cette prestigieuse institution. Et je ne doute pas un instant que nous aurons l'occasion d'organiser d'autres rencontres de ce type ici. En tout cas, nous en avons émis le souhait qui a été accepté et c'est pour nous une très grande fierté de pouvoir travailler en collaboration avec le Conseil économique et social et de faire venir nos étudiants, nos professeurs, ici, pour écouter une conférence qui sera animée par M. Jean-Joseph Boileau. Alors, après ce mot de bienvenue, je dois vous présenter notre conférencier du jour, M. Jean-Joseph Boileau. Alors, c'est un peu délicat pour moi parce que quand j'ai vu, disons, tout le background qu'il a, je me suis dit par quoi je vais commencer. Alors, évidemment, il faut bien faire... Je m'excuserai parce que forcément, volontairement ou involontairement, il y a des choses que je vais... En tout cas, des éléments importants de votre carrière que je vais omettre. Et je vais en tout cas tenter de donner l'essence, en tout cas, de ce que vous avez réalisé jusqu'à ce jour. Je dois vous remercier encore une fois d'avoir accepté de faire le déplacement de la France jusqu'ici pour venir échanger et participer à cette séquence et en tout cas nous faire part de votre vécu et échanger avec vous votre expérience des pays émergents. Alors, M. Jean-Joseph Boileau est agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Alors, il a notamment enseigné à l'École normale supérieure et travaillé sur l'Asie comme chercheur associé au CEPI. Et après de multiples séjours en Inde et en Chine au cours des années 80, il a rejoint le ministère des Finances en France comme conseiller économique pour suivre les processus de transition dans les grandes zones émergentes du monde. Et il est rentré à Paris en 2006 comme spécialiste Inde-Chine. Après quoi, effectivement, ou concomitamment, je pense, il a eu l'occasion de travailler sur... d'animer de nombreuses conférences dans le monde, et c'est surtout devenu le titre d'un livre remarqué en 2013, et on en retiendra deux idées. La notion de triangle des géants, comme nouvel espace structurant de l'économie mondiale à l'horizon 2030, et l'importance de la notion de business model dans la construction de cet espace avec des concepts d'innovation frugale ou disruptive. Et il est auteur de, tenez-vous bien, d'une vingtaine de livres, dont l'Inde pour les nuls, la Chine d'Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. L'innovation jugale, redevenons ingénieux, un abécédaire de l'Inde, l'économie de l'Inde, Chine, Hong Kong, Taïwan, une nouvelle géographie économique de l'Asie. Et enfin, M. Jean-Joseph Boileau est cofondateur de Euro India Economic and Business Group,
est membre du comité éditorial d'alternative économique du Harold India Center, de l'association France-Union indienne et de Confrontation Europe. Et avec tout ça, il a quand même réussi, il a même trouvé le temps de faire 2 charmantes jeunes filles, dont je vous félicite. Et voilà qu'aujourd'hui, nous le recevons à Dakar. En tout cas, nous sommes très fiers, très honorés de vous accueillir, d'accueillir toutes ces éminences parmi nous, au sein de la communauté éducative de BEM. Et nous vous en remercions encore une fois au nom de la Direction Générale. Merci d'être présent pour tous nos invités. Et sans trop tarder, je préciserai que les débats seront modérés par M. Momar Sendiaye, qui est un journaliste ou ancien journaliste, qui est assez connu du public, et c'est lui qui aura la charge donc de modérer les débats. Donc sans trop tarder, je laisse la parole à Monsieur le modérateur pour qu'il introduise les débats. Merci de votre écoute. Les invités, au nom de Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous sommes à la fois heureux et honorés d'accueillir cette grande conférence dans notre auditorium. Comme le disait Monsieur le modérateur, je pense qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis 16 heures. Et je pense qu'il est tout à fait temps maintenant que nous remettions la parole à M. Boileau pour découvrir la quintessence de son livre. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci à Nelly et à nos amis de Tombouctou et où je vais aller, Tambacounda, pardon, voilà, où je vais aller dans quelques jours, de me donner l'opportunité de tester une fois de plus si ces thèses, si ce néologisme fait sens ou pas. Eh bien, je suis content. Depuis hier, ça va. Ça a l'air d'intéresser les jeunes, ceux qui vont aller en Chine, monsieur l'ambassadeur, là, dans quelques semaines, qui avaient non pas de l'appréhension, mais qui voulaient aussi qu'on leur dise, voilà, comment depuis 1981, moi-même j'ai appris le chinois, j'ai voyagé en famille, j'y ai survécu, et j'ai même découvert en 30 ans un des miracles économiques, bien sûr, de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est évident. Et puis aussi convaincu que, justement, nous ne sommes pas seulement au temps de la Chine. Il y a, en même temps que le temps de la Chine, le temps de l'Inde. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. I know that your French is limited, but c'est pas grave. Il y a aussi un géant, pas seulement démographique, culturel, civilisationnel, qui, à peu près au même moment, dans les années 80, a lui aussi réorienté sa stratégie de développement économique et social. Il l'a fait avec un doigté différent, une organisation différente, une moindre vivacité peut-être parce qu'il a le temps démographique que n'a pas nécessairement la Chine. Et le fait est que nous sommes aussi dans le temps de l'Inde. Et puis, ce qui a provoqué chez moi le début de cette recherche en 2004-2005, c'est qu'en travaillant sur les perspectives de Scindia, et j'étais en poste à Delhi à l'époque pour le Trésor public français, je suis scientifique quand même. Je ne peux pas obliger la réalité à obéir à ce que je voudrais qu'elle soit. Et je ne pouvais que trouver à chaque fois sur mes courbes, sur mes trajectoires, une courbe, là, vous allez découvrir, verte, elle était verte sur mes graphiques, qui, lentement, mais sûrement, était en train d'apparaître comme un géant du XXIe siècle. Et comme moi, j'étais payé, et je le suis toujours, pour faire de la prospective, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir au monde de demain, c'est-à-dire dans les 5 ans, dans les 10 ans, et maximum dans les 20 ou 30 ans, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le temps, vous comprenez bien, de nos générations. Nous sommes tous, je dis ça parce que j'ai les cheveux gris, inquiets pour l'avenir de nos jeunes, leur emploi. C'est vrai en Chine, mais c'est vrai aussi en Europe et dans le monde entier. Et le temps d'un jeune, c'est sa génération, n'est-ce pas? Eh bien, c'est 30 ans.
Les investissements que nous faisons aujourd'hui vont déterminer l'avenir de nos jeunes, de notre prochaine génération de jeunes. Et donc il y avait sur ces courbes, un continent qui apparaissait et qui évidemment provoquait la fameuse thèse du XXIe siècle comme étant le siècle de l'Asie, qui était la thèse que j'entendais régulièrement depuis que j'étais retourné à Hong Kong pour la crise asiatique en 1997, où là on avait vu quand même l'Asie reprendre très rapidement en main ses destinées, alors que tout le monde prévoyait qu'après la crise asiatique, ça a été terminé. Et puis en Inde, on a eu aussi ce moment très fort où c'était le siècle de l'Inde, monsieur l'ambassadeur, ça ne vous choquera pas que je vous dise qu'il y a eu une sorte aussi d'illusion très forte du siècle de l'Inde. Le XXIe siècle serait, après les années chinoises, les années indiennes. Et oui, le problème, c'est que ça ne tient pas vraiment. Et donc, plutôt que d'être, et c'était pas une volonté diplomatique, plutôt que d'être obligé de choisir en disant telle thèse est bonne, telle thèse n'est pas bonne, ça va être le temps de la Chine, non, ça va être le temps de l'Afrique, non, ça va être le temps de l'Inde. Le fait est que toute la réflexion organisée, donc que j'ai menée pendant une dizaine d'années, m'a conduit à envisager que les 10, 20 prochaines années sont très clairement marquées par l'émergence de ce triangle que j'appelle Inde, Chine, Afrique. Pour faire simple, Chine dit Afrique. Et c'est très important de comprendre, si c'est un triangle, ce n'est pas la Chine d'un côté, l'Inde de l'autre et l'Afrique ailleurs. C'est l'idée d'un ensemble qui forme système. Et s'intégrer ou intégrer à sa réflexion prospective cette réalité forte de l'économie mondiale a des conséquences bien évidemment très importantes sur nos stratégies, nos choix. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt donc la publication de Sénégal Émergence, cette stratégie pour les prochaines années. Oui, je peux vous dire que ça m'a surpris de voir que cette prospective n'avait pas suffisamment intégré la réalité du monde de demain. Vous comprenez bien que même l'Europe, son problème actuel, c'est de débattre entre elles sans comprendre que, vous avez justement des géants qui sont là sur la planète. Et en réalité, les divisions des Européens tiennent moins à un débat entre les Français et les Allemands, par exemple, comme souvent on a tendance à le montrer, mais tient fondamentalement à une différence très profonde de vision de l'avenir du monde. Nos amis, et pas allemands cette fois-ci, nos amis de l'Europe du Nord, souvent caractérisés par, vous le savez, le protestantisme, c'est-à-dire la réforme religieuse très importante de l'histoire de l'humanité. Nos voisins de l'Europe du Nord sont dans le monde de demain. Ils n'ont pas d'état d'âme. Les entreprises suédoises, finlandaises, allemandes sont en Chine, sont en Inde. Et elles sont en Afrique. Et elles disent à l'Europe, arrêtez de vous protéger de ce nouveau monde, faites comme nous. Vous bossez, vous retroussez les manches et vous allez chercher là, sur ces marchés, les opportunités de demain. Et il n'y a pas de chasse gardée. Tout est ouvert. Et puis vous avez une autre Europe, qui est une Europe dans laquelle se classe bien évidemment la France. Et c'est pas parce que je suis né par hasard un jour à Tours sur les bords de la Loire que je dois assumer de façon stupide un héritage génétique. Je le juge de façon, je pense, objective, en scientifique. Il y a donc une autre Europe qui se caractérise par une peur, un refus de se lancer dans la conquête de ce nouveau monde. Et donc Chine d'Afrique, c'est passionnant parce que c'est à la fois, je pense, un autre éclairage sur une révolution silencieuse de l'économie mondiale, souvent perçue encore dans les grands organismes internationaux comme étant centrée autour des pays développés, comme on dit, et notamment des États-Unis. Non, l'histoire économique du monde ne se joue plus là. Et ça, c'est vrai depuis déjà au moins 20 ans.
Et c'est aussi passionnant parce que pour vous, ici, au Sénégal et non pas sénégalais, donc je vois que c'est cosmopolite et c'est bien, ça va nous apprendre au moins à nous poser la seule question qui vaille. C'est apprendre à travailler ensemble. Apprendre à travailler ensemble. Ça veut dire que, comme le dit un proverbe chinois, et vous allez voir que j'aime bien les proverbes, Lao Tse en particulier, quand on a réglé un grand différend, il reste toujours quelques griefs. Et la paix ne peut être établie que par la bonté. Pour moi, c'est important. C'est quoi le grand différend? Le grand différend, c'est, qu'on le veuille ou non, la rupture majeure du XVIIIe siècle qui a coupé le monde en deux. Le monde dit développé, dit riche, qui a, qu'on le veuille ou non, colonisé le reste de la planète. Et je ne dis pas seulement par la violence, les armes, etc., par aussi la capacité dans le domaine technologique, bien sûr, d'assurer sa domination, mais le fait est que le monde a été divisé en deux et que la fin de cette division en deux du monde a pris naissance que récemment. Ce n'est pas 1947 ou 1949 ou les indépendances de 1960. La fin de ce monde coupé en deux remonte à 1980. C'est donc récent. C'est une coupure récente. Lorsque la Chine a changé sa stratégie vis-à-vis du reste du monde, lorsqu'elle a dit « Je suis suffisamment forte maintenant », c'était la stratégie de Mao Tse-tung, « Je suis suffisamment forte maintenant pour aller en dehors de mes frontières, pour aller non pas à la conquête du monde, comme parfois certains le disent au sens de Vasco de Gama ou de Christophe Colomb, mais pour me faire respecter par le reste du monde. » C'est le même défi en Inde, lorsque en 1980, Madame Indira Gandhi revient au pouvoir. C'est le changement fondamental de ce pays, qui est de dire, oui, je veux devenir une puissance du XXIe siècle, et j'ai le sentiment que c'est exactement la même question qui se pose aujourd'hui en Afrique, à en juger par tout simplement les sommets de l'Union africaine. L'Afrique ne se pose plus, et ça c'est récent, ne se pose plus en victime des années du XVIIe, XVIIIe siècle, ne se pose plus en import-substitution, en régime économique fermé, elle se pose aussi comme un des centres du monde du XXIe siècle. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la vraie question, évidemment, c'est ce monde est difficile. Il a des tas de défis. On a trop tendance à croire, là encore, que les arbres montent jusqu'au ciel, que la croissance chinoise est illimitée et infinie, ou que l'Inde, avec le temps, là il y a un proverbe indien que j'aime bien, goutte à goutte, le bassin se remplit. C'est un peu la stratégie indienne. On est patient, c'est pas grave, le temps joue pour nous. Oui, mais c'est pas si simple. Et puis en Afrique, on est un peu tombé dans un afro-optimisme, sans jeu de mots, alors qu'on voit bien que les potentiels, les richesses majeures, à la fois en hommes, en femmes, vous savez que c'est ça la clé du développement. Il n'est de richesse que d'hommes. Vous savez bien que si vous avez un gisement d'or, de charbon, de cuivre, ben ça ne sert à rien. Il n'est de richesse que d'hommes, dans la faculté de les développer. Donc, richesse en hommes, richesse en matières premières, bien sûr, c'est un des continents les plus riches du monde. Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver la bonne voie, le bon chemin. Et donc la thèse spécifique du livre, c'est de dire, il y a dans le triangle Inde-Chine-Afrique des synergies qui sont en train de se produire. Vous voyez ce qu'on appelle des synergies, qui devraient probablement être l'élément, le ferment d'un jeu à somme positive, à la fois pour les trois géants et pour le reste du monde, dans la mesure où les trois géants représentent aujourd'hui, tenez-vous bien, 80% de la croissance mondiale.
c'est pas moi qui invente. Vous prenez les derniers chiffres du FMI, les données de PIB en parité de pouvoir d'achat, et vous faites, c'est pas très compliqué, il suffit d'une petite machine, le calcul de la contribution à la croissance mondiale des mondes chinois, des mondes indiens et des mondes africains, et vous obtenez aujourd'hui 80% de la croissance mondiale. Donc ce que je voudrais, c'est dans les... Ah, il me reste quand même 20 minutes. Rentrer un tout petit peu dans le détail et demander votre attention, m'excuser que certains éléments seront un peu techniques, mais parce que j'aimerais vous faire partager mon idée de la redistribution des cartes dans 5 domaines clés et de la façon dont cette redistribution des cartes forme système. Et que si on ne joue pas bien dans le domaine, par exemple, de l'écologie, on ne jouera donc pas bien non plus dans le domaine de la révolution scientifique et technique qui est là devant nous et non pas derrière, et que de facto on va louper la transition démographique. Vous savez que ça ne se présente qu'une fois dans l'humanité pour chacun des pays, ce qu'on appelle donc la fenêtre d'opportunité démographique. La Chine a réussi ce défi, l'Europe l'avait réussi à sa façon, bien sûr. L'Inde n'y arrive pas très bien, c'est la raison pour laquelle ces dernières élections ont été très débattues. Et quant à l'Afrique, vous savez comme moi, c'est le grand sujet sur la table, notamment au Sénégal. C'est la première des choses que je fais quand j'arrive sur une économie que je dois l'étudier, je regarde son capital humain, sa structure, en termes de pyramide des âges, en termes de niveau d'éducation, d'investissement éducatif, et croyez-moi, la réponse, elle est toujours au bout de ces 3-4 chiffres. Pour l'instant, même au Sénégal, je pense que vous partagez mon avis, les défis sont devant et ils ne sont pas derrière. Alors c'est quoi cette... dont vous m'avez dit qu'il fallait... Mais oui. Donc là, c'est très rapidement, perdez pas votre temps à regarder, mais c'est pour vous montrer la complexité de la réflexion prospective. Quand on veut essayer, non pas de prévoir, mais de faire un travail de prospective. Il n'y a pas un seul de ces domaines qui domine les autres. C'est ce qu'on appelle donc le caractère systémique du changement. On a bien sûr les données sociodémographiques. C'est très important. Rien que cette donnée-là, vous allez voir, dresse une carte du monde dans les 30 prochaines années qui est un véritable bouleversement de la planète. Beaucoup de gens croient en Occident qu'en gros, le bouleversement, ça y est, il est derrière. Combien d'articles de presse lit-on sur le vieillissement de la Chine, par exemple? La thèse du livre est simple. Nous n'avons rien vu en réalité des bouleversements sociodémographiques des 30 prochaines années. Vous allez voir pourquoi. Le deuxième domaine qui est choisi, c'est le domaine économique. Micro- et macroéconomique. Pourquoi? Parce que nos sociétés sont organisées, hélas à mon sens, mais autour d'un principe qui n'est plus le principe de l'humain. Elles sont organisées quand même fondamentalement autour du principe de l'économique et en fait de la maximisation de la croissance. Et donc le modèle que je fais tourner prend comme deuxième bloc de variables l'économie. Et le problème, c'est que justement, ce n'est pas soutenable. Et vous découvrez dans la démarche que je mène, le troisième domaine de redistribution des cartes, c'est les ressources naturelles, l'environnement, l'écologie, les ressources de la planète. Elles ne supportent pas d'ores et déjà, et elles ne supporteront pas, on le sait bien, l'arrivée de 3 milliards de consommateurs avec une aspiration de type, en gros, niveau de vie européen ou américain. Quid? Comment ça se boucle alors? Et notamment pour l'Afrique, qui dispose aujourd'hui de matières premières considérables. Pourquoi? Non pas parce que c'est un continent plus riche que les autres. Il n'y a pas eu de don de la nature supplémentaire, mais simplement parce que c'est le dernier arrivé à les exploiter, c'est tout. Il ne faut en réalité à l'Afrique, avec la masse de matières premières qu'elle a,
il ne faudrait que 30 ans pour épuiser la totalité de ses ressources naturelles si elles consommaient comme les Américains. Savez-vous ça? Et que ce continent va manquer de pétrole dans les 15 prochaines années si son développement économique se produit. Et j'espère qu'il se produira. Et donc arrive le 4e bloc de variables. Ah, mais la révolution scientifique, les technologies vont nous sauver. S'il n'y a plus de pétrole, on va avoir du solaire. Eh bien, c'est à la fois vrai et à la fois, c'est pas si simple. Vous le savez mieux que moi, on avait tous pensé que l'ordinateur ou le téléphone mobile allait résoudre les problèmes économiques de la planète. Eh bien, ils les ont plutôt compliqués. Donc, nous avons évidemment des champs gigantesques en termes de révolution scientifique et technique devant. Est-ce que c'est vraiment notre sagesse à les utiliser qui nous permettra de régler les 3 problèmes en amont